Cette semaine dans le balado, on doit lutter pour survivre et on tente de survivre à un tueur. Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Bertrand. Salut Jeff. Salut. C'est la thématique. On parlait de lutte hors enregistrement, puis là t'as commencé à discuter, puis je disais, on parle-tu de film de lutte? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un peu plus tard qu'on va ça. jaser de films de lutte. Mais il y a quand même de la lutte, on peut dire ça. Il y a des confrontations. La bisbille, certain. Du brasse camarade. Alors, mais sans plus tarder, allons-y encore pour cette belle commandite de Mon Ciné. Oui, commandité par Voyage Laurier du Vallon encore cette semaine. Fondé en 1963 par M. Jacques Laroche, Voyage Laurier du Vallon est bien plus qu'une agence de voyage. Avec une expertise qui s'étend sur 3 départements, vacances, congrès et événements, et services aux entreprises, elle se démarque par la force de ses équipes et la diversité de son offre de services. En 2017, l'entreprise établit un partenariat avec Flight Center Travel Group, un joueur de renommée mondiale dans l'industrie, et ensemble, ils présentent une mission commune, vous partagez la passion du voyage. Par affaire ou par plaisir, Voyage Laurier du Vallon vous accompagne dans l'organisation de vos vacances, déplacements d'affaires et événements corporatifs. Plaçant la satisfaction des clients au centre de chaque décision, leur équipe passionnée s'assure de vous offrir un service personnalisé et ce, dans leurs 5 succursales de la grande région de Québec et de Montréal. Visitez le laurierduvallon.com, du Vallon avec 2 L. Alors, surveillez leurs spéciaux. Il y aura peut-être un tout inclus pour Panem avec Hunger Games, billets inclus. Transit, où je pensais un vol direct à District 12 vers le voyage en train. Là, visite des districts. Ouais, c'est ça. Super gentrifié, là. C'est... Alors, allons-y avec les actualités de la semaine. Débutons avec quand même la grande annonce. On a finalement les nominations pour le prix Iris. Oui. T'avais-tu noté de quoi là-dessus? Non, c'est ça. Quand tu as dit la grande annonce, j'ai fait c'est mon erreur habituelle. Mais j'ai feuilleté. Oui, t'es allé voir ça quand même. Ça a bien du bon sens. Oui, c'est ça. Puis ça couvre une drôle de période, là, vu que l'an dernier, il n'avait pas eu. Fait que là, ça revient un peu. C'est pour ça qu'il y a Arsenault et Fils. Le film a comme 18 mois, mais il va être là, entre autres. C'est quand même les mêmes faces, là, dans le sens qu'on dirait qu'il y a 7 films qui se partagent pas mal de nominations. Là. Ouais. Il y a une couple de films avec 14, 13, 10, j'ai 11. Noté le palmarès. En première place, je pense que ça va te faire très plaisir. C'est Viking. Ah, je pensais pas qu'il était premier. Okay. 18 nominations quand même. En deuxième place, Babysitter de Monia Chokri. 14 nominations. Et en troisième place, les Chambres Rouges avec 13 nominations. Puis Plongeur suit avec 12. Fait que pas mal tous des films qu'on a bien aimés. Oui, c'est ça. Fait que ça reflète bien la qualité. Ouais, mais c'est un peu bizarre parce que c'est ça, c'est comme 2 années différentes. Là. On est comme hors phase un peu. Là. Donc, la cérémonie aura lieu le 7 décembre prochain à la chaîne Nouveau avec Jay du Temple qui va animer. Oui, du Temple. Et il va y avoir également un prix hommage remis à Rémi Girard. Donc, pour, fait une couple de films quand même. Quand même, pas si mal. Pas pire feuille de route. Donc, à suivre. J'ai bien hâte de voir qui se sauvera avec les statuettes, mais c'est vraiment une année de qualité quand même là, pour le cinéma québécois, il faut le souligner. Ouais, puis voir ça va être quoi l'engouement autour de ça, de ce retour-là. Parce que c'est Nouveau qui a racheté un peu tout ça en partenariat, puis etc. Avec Jérémy du Temple, c'est intéressant aussi, je pense. On va aller chercher probablement une autre génération. Je sais pas s'il va le faire à 18 ans comme Louis-José avec la disque. Hein. Mais je pense que c'est un bon choix là, pour essayer d'intéresser les plus jeunes et jeunes adultes au cinéma québécois. Là, on sait qu'on a beaucoup de misère à aller les chercher. Donc, je pense qu'aller chercher un animatrice plus jeune, d'une nouvelle garde. Si je pense que si je serais audacieux, là, ce serait juste des anciens participants d'OD qui viennent présenter les films. Ça pourrait être un concept. Là, je les connaîtrais pas. Moi non plus. C'était-tu... Il n'y a pas Marie-Pierre Morin là-dedans? C'était-tu Occupation Double ou c'était l'autre affaire? C'était une autre affaire. Je me rappelle plus... Il y en a tellement eu. Ouais, ça se peut. Ou je pensais que c'était ça, mais le truc de la maison, là, qui sont pognés dans. C'est quoi, comment ça s'appelle? Non, mais c'était pas Love Story.
Non, pas Love Story, mais... Je pensais que c'était Occupation Double, mais juste les premières années quand c'était... Peut-être, mais c'était pas... non, il y a un autre truc qui ressemble à Love Story, là. Puis, Big Brother? Big Brother? Non, parce que c'était avant ça fait plus longtemps. C'était peut-être les premières Occupation Double. Puis elle était la méchante, je pense, là-dedans. Je sais pas, ils ont des castings comme à la lutte, justement, des face et des heels. Aujourd'hui, moins, mais pour avoir des fois jeté l'œil quand mon ado de l'époque regardait ça, c'était un peu plus moins monté pour nous faire aimer ou haïr certaines personnes. Okay. Ouais. Calique. Il manquait juste les batailles, puis... voilà. Les physiques étaient là, j'imagine. Oui. L'épilation, tout était là. Restons dans les cérémonies parce qu'on a annoncé l'animateur aussi du prochain gala des Oscars. Est-ce que c'est une nouvelle face? Pas du tout, mais une qu'on aime, je pense. Jimmy Kimmel qui revient donc pour une 4e fois pour les 96e anniversaire des Oscars. Fait que très bon choix. Moi, j'aime bien Jimmy en tant qu'animateur de son émission et des Oscars. Puis le gros enjeu, c'est que c'est les codes d'écoute. On vient de le dire pour Québec, c'est pareil pour les Oscars. Puis l'an dernier, quand Kimmel est revenu, ça faisait 4-5 ans que ça n'avait pas été lui, il y a eu une hausse de 13% des codes d'écoute. Fait qu'il va falloir continuer dans cette lignée-là. Ben ouais, puis là, avec assurément Oppenheimer en nomination. Ouais, Oppenheimer, Barbie, c'est sûr qu'il va en avoir en musique, en affaires. Ils vont jouer I'm Just Ken live, là, c'est certain. Ben oui, ça c'est sûr. Puis, fait il va avoir ça. C'est quoi les... Je sais pas c'est quoi les autres. Mais en tout cas, assurément, ces 2 films-là. Fait que je pense que ça va être bien populaire. Si un film populaire a des nominations, ça va aider. DiCaprio va peut-être être là, puis tout. Puis là. Ouais. Après moi, ça va être bien écouté cette année. Et ça aura lieu le 10 mars prochain. Savais-tu que ouais, Ryan Reynolds est devenu le plus récent membre de l'Ordre de la Colombie-Britannique? J'ai vu ça passer ce matin sur Facebook. Tant mieux. Il se démarque à l'international. C'est juste, ça me fait rire un peu d'en parler. Là. C'est un peu une nouvelle insolite. Puis il s'est même pas rendu à la cérémonie. Il y a eu conflit d'horaire puis il n'a pas pu être là. Fait que ça a été fait par Zoom. Je sais pas, c'est une cérémonie où il y avait comme 10-12 personnes. C'était pas juste pour lui, mais il pouvait pas y aller finalement. Il doit être sur un film ou quelque chose. Sûrement sur Deadpool 3. Oui, j'imagine. Puis, c'est ça. Fait que vu qu'il est originaire de la Colombie-Britannique, fait que j'imagine que c'est un genre de personne s'étant le plus démarqué. Personne dont on est fier. Je sais qu'il s'identifie encore très comme Canadien, non américain, là, très fier de ses origines. Je pense qu'il réinvestit, moi en tout cas, qu'il y a beaucoup d'œuvres de charité qui redonnent en Colombie-Britannique, puis en Vancouver, cette région-là. Fait que... il y a l'argent pour s'acheter une maison. C'est clair, c'est clair, oui. Un solide 4,5, là, il serait capable à Victoria. Ils ont annoncé, je te relance, un Frozen 4. Alors même que Frozen 3 est en chantier, dans le fond. Ils ont plus ouvert la porte. Et il étant Disney, fait que c'est le CEO Bob Iger. Qui a dit, c'est ça, on est en train de faire le 3, puis ça se pourrait que ça aille vers un 4, parce que là, on a comme plusieurs idées, puis là, on travaille là-dessus, blabla. Puis, tu sais, ils ont peut-être eu quelques insuccès, Disney, maintenant qu'ils ont plusieurs franchises à nourrir et à essayer de sortir, mais là, ces deux-là c'est un des cas où le deuxième film a même été plus lucratif que le premier. Parce qu'en fait, peut-être que le premier a eu par après un rayonnement en vidéo et autre chose. Fait que là, quand le deuxième sort au cinéma, ça a attiré plus. Fait que le premier a fait 1,3 milliard. C'était énorme. Un peu plus d'1,3 en fait. Et le deuxième, un peu plus de 1,4. 1,45 en fait. Fait que... Ah non, on voit que Iger... Ça vaut la peine de... positionne ses pions, là, pas pour rien qu'on a devancé Inside Out 2, Sans Dessus 2 l'année prochaine, parce qu'on a tassé Elio, dans le fond, qui devait sortir. En mars. En mars, là, on a ramené un brand qu'on connaît, un Toy Story 5 en chantier aussi. Fait que j'ai l'impression que Disney vont la jouer très, très conservatrice pour les prochains 2-3 ans. On va aller dans des suites de propriété intellectuelle. Je te passe la porte. Moi, c'est tout pour les nouvelles. Oui, il n'y avait rien d'autre. Deux bandes annonces de chez Sony, en fait. The Garfield Movie. J'avais comme oublié qu'il y avait
nouvelle mouture qui est en préparation. Ouais, en animation 3D, là, style illumination et tout. Là. Comme on disait, je pense que c'est plus intéressant ça qu'un mélange hybride de vrai comédien puis un Garfield animé. Là. Ouais, c'est ça. Ça a l'air très jeune, là, je trouve. Là, on s'en cachera pas. Comme on disait, la bande dessinée aussi, là, je pense qu'à un moment donné, tu vieillis. Puis autant c'est un personnage iconique. Je me souviens surtout des dessins animés, genre du temps des fêtes, là, qui avait signé cadeau. Il y en avait plein. Le fameux Les 9 vies, là, qui est un peu atypique. Là. Mais le Noël de Garfield, des choses comme ça. Là. C'est plus marquant. Mais quand tu relis des BD, quand même plate. Ouais. C'est quand même vraiment plate. Il a juste réussi, Jim Davis, à créer quelque chose d'iconique, mais c'est pas super bon. Là. Puis, mais fait que le film a l'air pas mauvais en soi, mais je dirais pas pour toute la famille. Là. Je trouve qu'il a l'air à cibler le jeune, mais c'est juste basé sur une seule bande-annonce. C'est Chris Pratt qui reprend, qui fait la voix, qui reprend de la voix parce qu'il en fait plein ces temps-ci. Ben oui, c'est comme son nouveau sideline, là, Chris. Nicholas Hoult qui fait John. Ah, OK. Et Samuel L. Jackson qui fait Vic, qui serait le père de Garfield, un gros chat balèze de gouttière. Fait qui a de mauvaises influences sur Garfield. Ils vont se retrouver dans des aventures ensemble alors que Garfield est beaucoup plus un chat de salon, pas habitué à ça. Fait que ça sort le 24 mai, cette aventure familiale dont on verra sûrement 4 bandes annonces d'ici là. Et un film que je me demandais s'il allait être reporté parce que je n'entendais pas parler. Et au lendemain que j'ai questionné des collègues, paf, la bande-annonce sort. Madame Web de S.G. Clarkson avec Dakota Johnson et Emma Roberts, puis une couple de gens. Madame Web, c'est comme dans l'univers de Spider-Man. C'est quelqu'un qui contrôle un peu les... un don de clairvoyance. De clairvoyance, c'est ça, peut prévoir ce qui va se dérouler. Et de ce que je comprends dans la bande-annonce, c'est qu'il y a des Spider-Woman, dont une incarnée par Sydney Sweeney de Euphoria. Et ils doivent travailler ensemble pour combattre un méchant qui semble avoir les pouvoirs de Spider-Man. Mais écoute, moi, j'y croyais tellement pas, honnêtement, à ce projet-là. J'étais comme surpris par la bande-annonce. Parce que les spin-offs que Sony nous a offerts à date ne mettent pas en confiance, nécessairement. Effectivement. Mais je trouvais qu'on semble aller ailleurs en termes de films de super-héros. J'ai hâte de voir. Je vais être convaincu, mais j'ai été un peu agréablement surpris quand même par ce que j'ai vu comme prémisse. Ouais, puis je t'avouerais que aussi, l'argent a l'air d'être à l'écran. Je trouve qu'il y en a qui ont été peut-être le Venom, qui demande tellement d'effets numériques que les derniers. Fait que ça va être une grosse année Sony, en fait, univers Spider-Man 2024, contrairement à Marvel, qu'on sait qu'on a juste un film finalement, Deadpool 3. On va avoir quand même droit à 3 spin-offs de Spider-Man. Donc, il y a Madame Web, il y a Kraven le chasseur. Au mois d'août, puis en novembre, Venom 3. Oh là là, c'est la grosse année. Grosse année de Sony. De Spider-Man sans Spider-Man. Effectivement. Voilà. Puis, c'est ça. Tu sais, puis Madame Web est quand même très influente. Moi, je me souviens principalement des dessins animés des aventures de Spider-Man. Pas l'original qui se pointe, là, mais... Des années 90. Oui, exactement. Moi, j'ai pas connu. Elle était présente donc dans ce film. Oui, mais à un moment donné, c'est elle qui le mélangeait, elle le transportait d'univers en univers, puis c'est là qu'elle faisait joindre Captain America, puis des choses comme ça, là, des genres d'Avengers. Mais c'était comme une espèce d'entité, un peu comme Dormammu, là, avec Doctor Strange, quelque chose comme ça. Là, plus de géante cosmique à la Mufasa là, qui apparaît dans le ciel, puis qui... pas une personne sur Terre comme ça avec un petit pouvoir. Mais ça, c'était peut-être juste la vision que cette série-là avait choisie. Parce que dans la bande dessinée, c'est vraiment un personnage en fait plus âgé. Là. C'est vraiment une vieille dame qui est comme liée à des fils d'araignée. Là, mais je pense qu'il est comme une mutante aussi. Là. Je pense que c'est partage des... Fait que le genre de voir comment ils vont le présenter du côté de Dakota Johnson, qui a l'air de quelqu'un qui découvre qu'il a des pouvoirs et qui n'est pas sûr de le maîtriser. Il prend un accident avec ambulancière, puis est impliqué dans un accident où elle est noyée, puis il ramène à la vie. Ah oui, c'est ça, OK. T'es un peu elle est morte, puis elle revient. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qu'elle ramène avec elle? Des pouvoirs de l'au-delà. On verra bien. Bonne chance. C'est ça. Ben oui. C'est ça pour les bandes annonces. Allons-y avec le gros film de la sortie. Allons-y. Le gros film de la sortie. Le retour d'Hunger Games. Pas avec Katniss Everdeen et Jennifer Lawrence. On est ailleurs, mais on demeure dans l'univers de Panem. Oui, Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. The Hunger Games, the Ballad of Songbirds and Snakes. Petite parenthèse, j'ai eu cette discussion-là parce qu'ils écrivent ballade avec 2 L. Puis là, je pensais que c'était une faute.
puis non. Parce qu'une balade avec un L, c'est une promenade, puis une balade avec 2 L, c'est une chansonnette. Ah, OK, d'accord. Ouais, je savais pas que ça s'écrivait. Moi non plus. Je pensais que c'était pareil. Fait que c'est un sans faute. Réalisé par Francis Lawrence, qui est aux commandes de cette saga-là depuis le deuxième film, depuis Catching Fire. Et d'ailleurs, on va le dire tout de suite, c'est le même directeur photo aussi. J'ai regardé, qui le suit depuis ce temps-là et qui a fait même une couple d'autres films avec Francis Lawrence et tout. Fait qu'on est dans des terrains connus, encore James Newton, machin, à la musique. Mais c'est des nouvelles faces, parce qu'on est 64 ans, je pense exactement, une soixantaine d'années avant celui de 2012 avec Katniss, puis le gros engouement des Hunger Games. On arrive à peu près à la 10e... à peu près. On est au 10e Hunger Games, mais il y a vraiment une perte de popularité qu'ils ressentent. Et on comprend aussi qu'on est justement pas longtemps après la fameuse grande guerre civile là, entre les districts puis la capitale. La capitale, c'est là où il y a comme tous les riches, puis ceux qui se moquent bien de la plèbe, voilà. Puis les districts qui ont comme toute leur force, genre des mineurs, des bûcherons, enfin non. Juste pour mettre en contexte, ça fait plusieurs années. Puis, fait qu'on va suivre, grosso modo, ou principalement, Coriolanus, c'est ça, Coriolanus Snow, qui va devenir le président Snow, l'ultime méchant dont que Katniss et toute la révolte... veulent renverser du pouvoir, dans le fond. Qui était joué dictateur. Par Donald Sutherland. Exactement. Dans les films. Le bon Canadien. Puis, fait que là, on a le droit à un jeune, lui. Mais, fait que lui, ne pensant qu'il va pouvoir remettre sa famille qui a été maganée pendant les révoltes, la remettre comme l'établir à nouveau. Sauf que là, les règles ont un peu changé, puis parce qu'il est à l'université, blablabla, puis là, ils leur disent, maintenant, vous devez vous impliquer plus dans les Hunger Games, vous devez nous aider à rendre ça plus populaire. C'est le créateur du concept, c'est Peter Dinklage, son personnage. Puis Viola Davis, elle, assez coco-banane, une scientifique folle, elle est directrice artistique. Elle est la conceptrice du jeu. Personnage que plus tard, c'est Philip Seymour Hoffman, par exemple, qui reprend. Puis... voilà, fait que là, il va devoir, ça va être comme l'instauration des mentors. Fait qu'il va devoir mentorer, il se fait assigner à la jeune du district 12, qui était aussi le district de Katniss. Ça arrive pas pour rien. Qui est Lucy Gray Baird, jouée par Rachel Zegler de West Side Story, entre autres. Et c'est un peu ça. Fait qu'il va essayer d'avoir le beurre l'argent du beurre. Son défi, ça va être de rehausser la popularité du jeu et bien paraître, mais aussi essayer de sauver la fille puis de s'en sortir avec tout ça. Bref. Ben oui, c'est... Lourde de tâches. Ce qui fait que c'est un personnage intéressant à suivre. J'ai trouvé que, c'est une adaptation d'un roman de Susan Collins qui est à l'origine de tout cet univers-là. Fait que déjà là... Qui a été écrit aussi après les autres. Effectivement, oui, le roman date de 2020, donc il est sorti pendant la pandémie. Donc, je trouve ça le fun que ce soit la créatrice originale qui maîtrise son univers. Le roman était quand même une grosse brique. Le film dure quand même 2h40, pas 37, loin. Donc, mais je trouvais que c'est très étoffé. Et le personnage de Snow qu'on a découvert donc dans la trilogie originale, on sait qu'il était gris, qui souffre d'une certaine blessure de son passé, mais on n'avait jamais exploré ça. Alors, je trouvais ça intéressant. C'est un personnage qui va tomber en amour, c'est pas un secret, on va dans mon annonce, il va s'éprendre du personnage de Lucy, mais en même temps, qui est toujours un peu entre l'arbre et l'écorce parce qu'il y a ce désir-là de retrouver le pouvoir, de retrouver sa place, de remettre sa famille à Panem, dans la capitale. Fait que je trouvais qu'il était intéressant à suivre. Là. C'est un personnage, habituellement, on est des personnages très blancs ou noirs dans ce genre de film-là, mais il y a beaucoup de gris en ce personnage de Snow. Oui, puis je trouve que c'est un très bon préquel, donc un film qui se déroule avant, parce qu'on n'est pas focusé juste sur le personnage, on est aussi beaucoup d'attention sur le contexte socio-politique qui se passe dans cet univers-là, dans ce pays-là, fictif. Puis, fait que c'est ça, de voir la guerre civile, comment ça a mené à ça, qu'est-ce qui va amener, sans qu'il y ait... Oui, il y a des petits clins d'œil à des affaires qui vont revenir plus tard, mais pas tant que ça non plus, parce qu'il y a une bonne distance temporelle là, d'une soixantaine d'années. Fait que les choses vont beaucoup changer. C'est un univers qui est super intéressant parce que c'est une espèce de
passé, futur, post-punk un peu. Là. Fait que, tu sais, oui, ils sont dans des télés cathodiques, mais... Ouais, la technologie est rétro, mais en même temps, on est dans le futur. Mais il y a des genres de drones de métal, puis des... Il n'y a pas de fusil laser, là, mais en tout cas, ils font ça. Un truc que j'aimerais dire, parce que c'était comme une de mes craintes, puis je pense pas que c'est un spoiler, mais on va les voir évoluer autour du 10e Hunger Games, mais c'est pas la finalité du film. C'est pas le centre est pas autour de ça, donc même après le fameux Hunger Game qui meurt, qui survit, il y a le film continue, puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Là, oui. Puis ça glisse même dans un récit ou une ambiguïté morale alentour du personnage qui est quand même intéressant. Et j'ai bien aimé... le 3e acte, c'est pas le Hunger Games, c'est fini. Et j'ai vraiment aimé le lien à l'écran entre les deux comédiens, dont Tom Blight et Rachel Zegler. Je trouve que je croyais en leur histoire. Comme tu sais, Rachel Zegler, je l'adore depuis West Side Story, depuis qu'on est découvert là. C'est vraiment une jeune comédienne que je trouve qu'elle a vraiment un charisme. Et je trouvais son personnage intéressant aussi. Différent de celui de Jennifer Lawrence, aussi de Katniss Everdeen. On n'est pas du tout dans le même genre de personnage. Elle a plus frondeuse, elle a du cran, du bagou. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Donc, n'ayez pas crainte. C'est sûr qu'on est à l'ère où on surexploite des franchises et des univers et des intellectualités des propriétés intellectuelles, je le dis toujours en anglais. Mais je trouve que ça sert bien l'univers. C'est pas une histoire juste écrite pour être écrite. Je pense qu'on rajoute beaucoup de contexte, ton personnage de Snow, à l'univers de Panem, des Hunger Games, qui est intéressant. Puis le 2h40 passe quand même assez vite. Là. Il n'y a pas de temps mort. Fait que j'ai une belle surprise, honnêtement. Ouais, puis le personnage de Snow n'est pas caricatural au sens... un de mes pires exemples, c'est Cruella, là, que j'ai trouvé horrible, puis je pense qu'il a annoncé un Cruella 2, puis je comprends pas. Parce que, tu sais, dans les 101 Dalmatiens, Cruella, c'est l'ultime méchante, là, qui veut tuer les bébés chiens, puis s'en faire un manteau, puis aucun problème. Fait que, tu sais, on est là pour la détester. Puis là, on dit, hey, ça serait fun de voir comment elle est devenue comme ça. Fait qu'on va prendre une actrice que les gens aiment, genre Emma Stone, on va la rendre super attachante, mais elle a tellement de malheur qu'elle devient complètement cinglée, puis qu'elle veut... Tu sais, c'est comme impossible que le personnage qui nous présente au début, parce qu'on dit qu'il y a une autre, là, Emma Thompson, plus méchante qu'elle. Fait que, tu sais, il avait envie de s'amuser avec l'art, puis la mode, puis ces choses-là, mais ça fait aucun sens. Puis ici, c'est un peu pareil. On n'a pas... Ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire, on n'a pas commencé avec un Snow là, tellement gentil, puis pur, puis que tout va le briser. C'est comme... Non, il est comme entre les deux. Il l'a eu rough. Il a vécu la guerre civile quand il était enfant. Ses parents sont morts. Fait que là, il est prêt y a une certaine carapace, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis chaque fois qu'il fait quelque chose pensant bien faire, ça se revire tout le temps un peu contre lui, ou ça dévie toujours, ça atteint jamais sa cible parfaitement, il y a des répercussions, ça revient, puis il n'y a pas le choix de continuer à avancer parce que tu es dans un monde où à chaque faux pas, tu peux te faire éliminer assez rapidement. Là. Oui, mais on sent qu'il aime ce jeu-là aussi politique dans son personnage. Oui, fait que, c'est ça. on a vraiment une belle réussite pour ce film-là. C'est toi qui me disais qu'au niveau de la production, justement, il avait dit qu'eux, ils feraient... Tant qu'il y a des livres, ils les feraient, mais qu'ils n'iraient pas juste directement au cinéma. Effectivement, puis... là, il va y avoir un gros dilemme, je pense, pour Lionsgate, qui est derrière la production du film. Donc, si le film connaît un assez grand succès, pour les pousser à faire une suite. Suzanne, peux-tu écrire un autre? C'est ce qui va arriver. J'ai l'impression qu'elle va avoir un courriel ou un texto assez rapido, presto, parce que à moins qu'elle ait déjà en écriture et qu'on ne sache pas, là, ce qui ne serait pas impossible non plus, on s'entend. Mais non, je trouve ça bien aussi parce qu'ils ont les droits. Fait qu'ils pourraient bien dire, regarde, nous autres, on va en faire 1 ou 2 ans, puis that's it, on te tasse, puis on t'envoie ton chèque. Mais ça dépend, c'est quoi leurs droits? C'est-tu genre à jamais, puis on peut en créer, ou ça se peut qu'on a juste les droits d'adapter tes livres, fait que si tu fais pas de livre, on fait rien. Mais je sais pas, je pense généralement si tu achètes les droits, c'est sûr que les studios négocient ils peuvent faire ce qu'ils veulent après ça. C'est sûr qu'elle a comme compte d'auteur, elle reçoit quand même des royautés, là. Mais qu'un studio négocierait juste pour l'adaptation d'un truc, il y a tellement d'argent investi. Fait que je pense qu'on font le bon choix moral, un peu comme avec J.K. Rowling, qui l'ont toujours inclus. Qui lui ont donné certains mais là, contrôle des décisions. Le problème, c'est que
du côté de Harry Potter, tous les animaux fantastiques, ils ne savaient pas où aller, puis ça s'est perdu. Oui, puis le problème, c'est que J.K. Rowling était peut-être une bonne romancière, mais pas une bonne scénariste. Donc, je pense que c'est la bonne chose aussi qu'ils ont confié l'adaptation du roman à... je pense que c'était peut-être même les scénaristes qui avaient travaillé sur les autres. Je n'ai pas vérifié. Ouais, moi non plus. Mais bref, fait que là, ça va être le dilemme. Est-ce que Susan Collins ou juste écrire une histoire originale pour le cinéma aussi? Peut-être que ça va être l'avenue. Elle va mettre en place des éléments, puis après ça, elle va travailler avec des scénaristes pour faire un nouveau film. Parce que il y a place, ne serait-ce que juste faire une autre histoire dans l'univers d'Hunger Games, assurément. Oui, mais même avec celui-ci, la porte est ouverte. On pourrait continuer quand même les aventures. Donc, à suivre, mais... Les aventures politiques. C'est ça. J'ai vu des critiques qui disaient que c'était un film qui avait... Mr. Snow Goes to the Capitol. en comédie musicale. Qui manquait d'action, puis c'était beaucoup du parlage. Ouais, moi aussi, j'ai lu mais ça. Je l'ai pas senti tant que ça. Là. Je comprends que c'est pas le premier Hunger Games on suit quelqu'un qui est pogné dedans pendant à peu près tout le film. T'sais. Mais je suis comme, non. Moi aussi, je trouvais que c'était bien dosé. Oui. Puis, tu sais, ça prend son temps à s'installer avant qu'on arrive au Hunger Games, mais c'est correct, ça nous permet, je pense, de plus embarquer et avoir de l'empathie envers les personnages. Et la partie Hunger Games elle-même, j'ai trouvé que c'était vraiment efficace. On s'entend que c'est à plus petite échelle parce que on est 64 ans avant. Ouais, c'est un colisée en béton. C'est ça. C'est plus romain comme approche. Puis la troisième portion, que je sais que certains critiques étaient un peu durs. J'ai quand même trouvé ça intéressant. Donc, une belle surprise. Oui, vraiment. Alors, allons complètement ailleurs parce que ce n'est peut-être plus l'Halloween, mais on a droit à un nouveau film d'horreur encore. Thanksgiving de Eli Roth. Oui, Action de grâce au Québec. Alors, c'est vraiment l'Action de grâce américaine ici qu'on célèbre. Pas pour rien, ça sort le 17 novembre, juste avant le week-end de célébration et de football. On est un an après le Black Friday, le Vendredi fou, qui a malheureusement fait plusieurs morts dans un magasin à rayon d'une petite ville, Plymouth, au Massachusetts, qui prétend être la ville fondatrice un peu du Thanksgiving et tout. D'accord. Fait qu'un an plus tard, il y a un tueur masqué déguisé en pèlerin, en pilgrim, qui s'en prend à ceux qui considèrent être responsables du drame de l'année précédente, de cette espèce de folie meurtrière de magasin à rayon. Ce qui est un peu... En fait, d'où le film arrive, c'est drôle parce que c'était Eli Roth qui est comme un habitué des films d'horreur, là, lui qui a fait des Cabin Fever, mais Hostel là, dans le torture porn s'est fait connaître avec ça, The Green Inferno aussi. Puis là, récemment, là, il est allé dans le familial avec The House with the Clock in its Walls, là, quelque chose de même. Là, la maison d'horloge, des murs, etc., avec Jack Black. Ce qui avait l'air d'être Goosebumps, mais qui ne l'était pas. Là. Puis, bref, en 2007, quand Quentin Tarantino et Robert Rodriguez capotent sur les films d'exploitation des années 70, décident de faire un Grindhouse, donc le programme double où il y avait Planète Terreur avec des zombies, puis Death Proof, c'est ça, de Cascadeur Mike. Et entre les deux films, parce qu'il y avait des projections de comme 3h15 avec les deux films back-à-back, il y avait des fausses bandes annonces. Fait qu'Edgar Wright en avait fait une, Robert Rodriguez en a fait une qui était Machete, qui a transformé en film avec le temps. Rob Zombie en faisait une aussi, Werewolf Woman of the SS. Et Eli Roth s'était amusé à faire Thanksgiving, de comme, on va faire une... Tu sais, il y a des films d'horreur de Saint-Valentin, de Noël, d'Halloween, Thanksgiving, ça serait drôle. Puis j'ai réécouté la fausse bande-annonce hier, justement, puis c'est ça, le style très 70, avec une voix qui parle comme ça. It's Thanksgiving and we need to kill. Genre, fait que, avec juste des scènes clichés, genre la mascotte dans Parade qui se fait couper la tête, puis des affaires impossibles. Fait que là, 15-16 ans plus tard, le film arrive sur nos écrans. C'est pas l'esthétique du... ce que je trouve intéressant, c'est comme si ça avait fait une promo vraiment 15 ans plus tôt, mais on n'a pas repris l'histoire, la mini-histoire qu'on pourrait voir là-dedans, ou exactement les mêmes scènes ou ces affaires-là. C'est plus de dire, hey,
c'était drôle, ben ça serait drôle de le faire pour vrai, finalement. Fait qu'on n'est pas dans la stylistique années 70. Aussi, dans le ton, on est plus sérieux. Oui, c'est ça, quand même. Fait que c'est un slasher. Je pense que c'est un hommage au slasher. Je l'ai entendu en entrevue dire que c'était dans tous les films d'horreur qu'il a fait, qu'il n'a jamais fait ça, puis c'était un de ses rêves. Fait que là, il est bien content que ça arrive. Garde des effets gore bien saignants comme il sait le faire. Là. Les kills sont quand même inventifs, comme on dit. Fait que, mais c'est comme un mélange entre embrasser les codes du slasher puis s'en moquer un peu. C'est pas super clair parce que je dirais pas que c'est une comédie d'horreur. C'est vraiment un slasher d'horreur là, comparable au Scream. Moins méta là, que Scream, évidemment. Là. Fait que, ou tu sais, My Bloody Valentine puis ces affaires-là, justement, ou Black Christmas. Puis, il respecte bien les codes avec ses qualités et ses défauts. Parce que, évidemment, pour ce genre de film-là, il faut mettre notre cerveau à off. Il faut accepter certaines conventions que des choses ne font pas de sens en termes de rythme de temps de montage. Là. Ouais, de lieux spatio-temporels. Les gens peuvent pratiquement se téléporter. Mais au-delà de ça, moi, j'ai bien aimé, honnêtement. Je trouvais que c'était bien fait. J'ai ressenti les hommages. J'ai trouvé ça le fun. Puis... C'est une grande histoire, je pense que c'est efficace. Pour ce que c'est bien fait. Les comédiens étaient très bien aussi, parce que souvent dans ce genre de film-là, c'est à ce niveau-là que ça peut être un peu boboche, là, mais j'ai trouvé que les comédiens, ça passait bien. Il y a beaucoup de jeunes que je connais pas, là, c'est pas mal dans leur premier rôle. Oui, il y a Addison Rae, entre autres, j'ai vu qu'il est une des plus grandes TikTokeuses, genre quatrième avec 80 millions de followers. Fait que c'est peut-être pas pour rien aussi qu'on est allé la choisir, mais elle faisait comme la blonde du joueur de football. Là, OK, fait que la russe. Non, pas la russe, l'autre, la brunette. L'autre joueur de football. Ouais, l'autre joueur de football. Puis, il y a surtout Patrick Dempsey, que je trouve drôle, lui, qui est connu entre autres pour Grey's Anatomy. Ouais. Fait que, qui est là-dedans, qui fait le shérif de la ville, qui est pas mal la face, en tout cas, la face la plus connue pour ceux de mon âge ou du tien, là. Comme tu dis, il y en a sûrement qui vont reconnaître plus les TikTokers puis les YouTubers qu'il y a dans le film. Rick Hoffman aussi, qui joue le propriétaire du magasin, le père de l'ado principal. Sa face me disait de quoi, puis c'est parce qu'il est dans Suits. Il fait Louis, là, qui est comme un avocat terrible, là, dans le fond, vraiment agaçant. Fait que c'était là que je l'avais reconnu. Mais c'est plus un gars de télé, là, qui jouait dans NCIS puis ces affaires-là. C'est un peu ça. What you see is what you get. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de comment dire ça, de folie dans le troisième acte. Là. Je trouve que c'est une finale assez... conventionnelle. C'est ça. Quoique, tout le long, on essayait de deviner un peu qui tu penses que c'est. C'est un peu ça le but. Elle nous présente plein de personnages de manière un peu étrange. Elle dit, c'est-tu lui, c'est-tu ça? Puis on s'est fait dérouter un peu, mais finalement, oui, OK, c'est ça. Puis voilà. Fait que, mais fun times at the movie. J'avoue que pour les amateurs de kill créatifs, on a eu Décadence qui est plus vraiment dans la torture. Là, il y a eu Five Nights at Freddy's que une des critiques majeures, c'était comme, là, c'est vraiment pas tant violent finalement. Parce qu'il avait voulu le garder genre PG-13. Puis là, t'as lui qui est pas dans la torture tant que ça, mais très créatif et qui défie parfois les lois de la physique, là, mais qui est très hilarant, je trouve. Moi, j'ai trouvé que c'est le meilleur film d'horreur de l'automne, honnêtement. Beaucoup de viscères toute la au menu. batch qui est sorti, c'est le plus satisfaisant. J'ai quelques fun facts quand même. Je suis allé lire combien de litres de sang ça a Non, en fait, Eli Roth et son collègue, son co-scénariste Jeff Randall, je comprends qu'ils sont amis depuis l'âge de 12 ans. Okay. Et déjà à cette époque-là, donc, ils avaient en tête, en fait, des séquences meurtrières, mais ils n'avaient juste pas d'histoire. Puis c'est ça qui a pris beaucoup de temps à développer, qui disait, on avait des idées visuelles, mais comment rassembler tout ça ensemble dans une histoire cohérente. Puis il disait que c'est une dizaine d'années, justement, qu'on a commencé à voir les premières vidéos virales des Black Friday, des manifestations, des trucs. Là, c'est ça qui leur a donné l'idée de centrer leur histoire, leur récit alentour de cet événement-là, qui est quand même drôle parce que, comme il disait en entrevue, c'est une espèce de dichotomie entre... De célébrer, d'avoir de la gratitude, de se rassembler en famille, mais après ça, le lendemain, tu t'en vas faire la folie, tu t'en vas battre littéralement pour avoir un micro-ondes à 40% de rabais. C'est ça. Là. Fait qu'il y a quand même un bon petit message ici. Oui, c'est ça. C'est pas estampé du début à la fin, mais
vu que ça commence avec le fameux événement de leur vendredi fou et tout, tu comprends que c'est ça. Puis par après, il va y avoir des manifestations anti-consommation, puis ça n'a pas de bon sens. Mais ça n'a pas de bon sens aussi. Je comprends pas quelqu'un qui fait la file d'une cohorte pour aller magasiner à minuit le soir pour acheter, c'est ça. De toute façon, ça s'est quand même calmé au niveau des rabais. Là. Et on le voit, on est le 17, puis il y a des soldes de vendredi fou depuis le 3 novembre à des endroits. Fait que les soldes sont moins grandes et durent plus longtemps. Je sais pas s'il y a encore des villes qui font ça, là, à la Walmart, d'ouvrir à minuit. Puis le phénomène en ligne aussi. Les Game Boy à 60% de rabais. Là, qui est venu changer un peu la façon de consommer. Puis tu parlais justement des effets gore. Tout a été fait en effet pratique. Et c'est Adrien Moreau qui a fait les maquillages. Donc, je trouvais que c'était bien fait, honnêtement. Puis c'est drôle parce qu'il disait, Eli Roth, qui s'avait posé la question combien de temps tu prépares ça d'avance, disons vraiment plusieurs semaines, parce que quand on arrive sur le tournage pour ce genre d'effet-là, si on, ça prend déjà comme une heure installer tout, puis si on rate la prise, il faut en faire une deuxième, ça peut prendre jusqu'à 1 heure pour refaire, tout réinstaller le maquillage, nettoyer le tout, fait que on peut pas aller plus que 2-3 prises, sinon on va prendre trop de retard, là. Surtout qu'il y avait 35 jours de tournage, fait qu'il faut que ça aille assez vite, fait qu'on faut qu'on soit certain de notre shot. Quand on arrive pour tourner, que tout soit prêt, fonctionnel, on sait où l'angle de la caméra va être, l'éclairage. Fait que tout ça est travaillé beaucoup de semaines en avant, en pré-prod. C'est assez intéressant. Puis il y a une petite séquence bien amusante dans le film, un des personnages qui se fait tuer dans un camion avec ses 2 petites filles avec lui. Et celui-là, il disait qu'ils l'ont fait 3 fois, puis il n'était jamais pleinement satisfait. Puis Adrien Moreau n'était pas sur le plateau de tournage, mais il avait vu les rushs. Puis il a dit, je vais venir, je m'en viens demain, puis on va le faire ensemble. Vraiment. Fait que finalement, ça a pris le maître pour... ça a pris une journée de plus. Puis c'est drôle parce que les 2 fillettes, Eli Roth, les connaissaient, les comédiennes, ils ont travaillé sur d'autres projets, puis ses parents sont des grands fans de films d'horreur. Fait que elles étaient vraiment contentes d'être dans le film, d'avoir du sang sur elles. Il n'y en avait jamais trop, là, tu sais. Fait qu'ils rient entre les prises, puis ça. Fait que c'est quand même drôle. Si tu n'écoutes pas les films, mais que tu es juste sur le tournage, tu vois juste le faux, là, tu sais, c'est ça. Voilà. Fait que... ça doit quand même le fun à cet âge-là. Tu as 8-9 ans, puis tu cries, tu te fais asperger de sang, puis tu sais, c'est... Ouais, puis tout le monde est comme, bravo, c'est super, excellent. On t'encourage. Crie plus. Fait que Thanksgiving, non, honnêtement, une belle petite réussite pour le genre, là. Ouais. J'ai vu... Moi, j'ai manqué de temps. Next Goal Wins, une équipe de rêve, une comédie sportive de Taika Waititi, avec entre autres Michael Fassbender. Il y a aussi Will Arnett et Elizabeth Moss dans les autres faces connues, mais qui sont un petit peu plus en retrait. Pour Fassbender, j'ai vu ça fait comme 4-5 ans qu'il n'avait pas fait de film. Je pense que c'est le dernier X-Men, même, je me trompe pas, ou quelque chose. C'est triste, ça. Okay. Ouais, fait qu'il a comme pris une pause. Est-ce qu'il y a eu des enfants ou des affaires de même? Peut-être. Ou une cœur en titre, peut-être. Peut-être. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est l'équipe des Samoas américains, American Samoas, qui est comme une île qui est une colonie américaine, je pense, ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, qui est affiliée aux États-Unis. Je pense en Nouvelle-Zélande, moi je pense, mais je sais pas. Ouais, tu as raison. Je pense pas que c'est américain. En tout cas, qui ont une équipe de soccer, de football, et ils veulent participer aux qualifications en vue de la Coupe du Monde de 2014. Mais la dernière fois qu'ils ont tenté le coup, ils ont perdu un match 31-0, qui est comme la pire défaite et tout. C'est pas un match de football américain? Non, vraiment de soccer. Puis, fait qu'ils sont bien débinés de ça, mais ils gardent le moral, mais tu vois que c'est très boboche, là, un peu comme les apprentis champions. Là, ils n'ont pas ça dans le sang tout à fait. La bande-annonce faisait beaucoup penser à ça, d'ailleurs. Ouais. Fait qu'ils vont aller chercher le personnage, j'oublie son nom, mais joué par Fassbender, qui est un ancien joueur devenu coach, qui est un peu tombé dans les mauvaises grâces parce qu'il est très colérique et voire alcoolique. Fait qu'il se ramasse là. Et ils vont devoir s'inspirer tout le monde ensemble. Travailler ensemble, voilà. Mais leur but, c'est pas de gagner la Coupe du Monde. Leur but, c'est juste de marquer un but. Okay. Ils veulent marquer un but et s'ils sont capables d'avoir une victoire, ça serait fou, mais le but, c'est de compter un point, finalement. Bref, c'est un peu ça. Fait que, tu sais,
J'en ai vu beaucoup des comédies, des drames sportifs. J'aime beaucoup ça. Des histoires de dépassement de soi, des affaires comme ça, puis de underdog et tout. On est dans les codes du genre, du début à la fin, là, comme je dis, le coach alcoolique qui s'assoit puis qui fait courir les autres. Je l'ai pas vu, mais il y avait un film de basket un peu de même avec Woody Harrelson il y a genre un an, puis qui coachait des trisomiques ou du monde avec des difficultés intellectuelles, des choses comme ça. Ça a l'air d'être genre la même affaire. Fait que je parle pas contre le film, c'est juste que je m'attendais à avoir un Taika plus fou, plus créatif. Ça ouvre avec lui qui a une espèce de drôle de personnage de genre de curé, prêtre, là, comment dire, de dirigeant religieux. Puis c'est lui qui fait la narration un peu, mais après ça, on le revoit pas tant que ça. Puis c'est ça, là, on est comme... Ouais, il nous habitue à des choses plus excentriques avec sa filmographie, donc je m'attendais aussi à ça. Fait que... On est dans les bons sentiments, mais on est dans un scénario assez convenu. À la fin, je dis pas la fin, mais tu vois les vignettes avec les gens réels qu'il y a dans le film, qu'est-ce qu'ils sont devenus, puis etc. Fait que, c'est ça. Si ça vous intéresse, c'est un peu, on a comme le tantôt, what you see is what you get, là, ça va être ça, là, l'équipe sportive. Vont-ils réussir ou pas? Surmonter l'insurmontable? Est-ce qu'il va mieux se gérer? On va le découvrir. Mais tu sais, Fassbender est vraiment un bon comédien, le fun à voir. Je trouve qu'il est très crédible dans ce rôle-là aussi. Il est comme tout un peu bleaché. Puis après, quand tu vois des images du vrai, tu comprends que c'est parce que... Mais le vrai coach, je pense qu'il était un petit peu plus vieux. Ou en tout cas, il a vieilli vite, là, parce que, tu sais, Fassbender a quoi, une quarantaine d'années, peut-être? Là? Je sais pas. En tout cas, quand on voit les images du vrai coach, il avait plus tard d'avoir genre 55 en montant. Là. Mais voilà, pour une équipe de rêve. Dans les autres sorties que ça, on n'a pas vu, il y a la comédie Bernadette, qui est le premier film de Léa Domenach, ou Domenach, je sais pas, qui est en fait la fille Domenach d'un journaliste politique qui était spécialisé en Jacques Chirac. Ah, d'accord. Fait que c'est pour ça que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Fait que la comédie Bernadette se passe en 95 et on va suivre beaucoup les efforts de Bernadette Chirac, la femme du président. Qui tente de sortir de l'ombre de son mari, qui vient d'être encore élu président de la République, puis qui, lui, la tasse un peu, la met de côté. Il veut pas trop reconnaître son sens politique, puis son sens public un peu. Fait qu'elle, avec des associés, elle va essayer de remonter ça du côté comique. Et c'est surtout que c'est joué par Catherine Deneuve. Oui, quand même. Son adjoint à elle, c'est Denis Podalides. Fait que c'est du bon monde, le fun. Il y a, ça rappelle un peu Potiche qu'elle a fait il y a 10 ans de François Ozon. C'était ça un peu là, une femme sous-estimée qui va venir détromper ses collègues. Il y a Je verrai toujours vos visages, un drame de Jeanne Herry qui avait fait à l'époque le film Pupille qui était sur le système d'adoption en France. Mais là, ici, on est encore dans le drame social. C'est plus c'est une fiction, mais sur le système de justice réparatrice. Donc, de pouvoir aller discuter avec son agresseur, de quelqu'un qui a commis un vol de banque ou des choses comme ça de commerce puis qui a été malmené, ou de viol, ou des choses comme ça avec ton frère et ta soeur. Fait que là, il y a différents personnages, dont Élodie Bouchaise qui était, je sais pas si on dit Boucher ou Bouchaise en tout cas, qui était dans son précédent film, Gilles Lelouch aussi, mais il y a Adèle Exarchopoulos qui est dans tous les films qui est là. Fait que Je verrai toujours vos visages. Et pour la famille? Et pour la famille, Les Trolls 3, nouvelle tournée. Trolls Band Together. Fait que... Et c'est la réunion de NSYNC. C'est surtout ça. Ben Je connaissais rien des trolls, là, à part que c'est un succès box-office. Là. Dans mon temps, j'avais ceux qu'on leur mettait un crayon d'un fesse puis que t'avais ça au bout, là, puis qui étaient toujours tout nus. Là. Tu perdais les vêtements, t'avais toujours des trolls tout nus. Mais écoute, c'est devenu des films qui rapportent beaucoup d'argent et très musicaux. Surtout, c'est ça leur force. Écoute, depuis le début... Can't Stop the Feeling. Exactement. Justin Timberlake fait la voix, je pense, du petit troll principal. Puis les autres voix, c'est Anna Kendrick, Zooey Deschanel, dans les voix originales, évidemment. Fait que c'est toutes des comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses. Puis ça avait lancé le top hit Can't Stop the Feeling ou This Feeling. Verre d'oreille. Mais là, réunion 20 ans plus tard avec NSYNC pour la tune Better Place, qui est la chanson thème du film. Et toutes les bodies de NSYNC ont des voix là, dans des petits je pense que c'est un peu au cœur de l'histoire qu'il doit retrouver un des membres, quelque chose comme ça. C'est ça. Flanqué de sa conjointe, un troll part à la rescousse de son frère kidnappé, avec lequel il formait jadis un populaire groupe de musique. Voilà. Fait que, kidnapping d'anciens troll stars, voilà. Fait que c'est ça pour les Trolls 3, là, tu sais, je pense que
Moi, j'avais bien aimé le premier, honnêtement. Okay. Je l'avais vu avec ma fille à l'époque au cinéma. Là, elle était un peu plus vieille, fait que j'avais pas vu le deuxième, mais le premier, ça avait été très sympathique. J'imagine qu'ils sont rendus là, c'est qu'ils sont quand même acceptables. Là. Ça peut pas juste être à cause de la chanson. Fait que l'aventure des trolls continue. Fait que sachez que ça existe, c'est parfait pour la sortie. Mais écoutez, Disney va pas se laisser abattre parce que dès la semaine prochaine, le 24 novembre, on parle entre autres de Rue, ici au Québec. Mais dès le mercredi 22, donc au milieu de la semaine, là, c'est pour le Thanksgiving, justement, qui est une journée fériée là-bas. Le jeudi. Jeudi, vendredi, puis même le lundi. Là, c'est un gros week-end, je pense. Lundi aussi, je suis sûr. En tout cas, je sais plus. Tout le monde colle malade à cause qu'il y a du football. Ça, Mais bref, il y a Napoléon qui sort et Wish, en français, qui est le souhait, achat et les étoiles, et la bonne étoile. Un trop long titre pour rien. Fait que Wish ou le souhait. Eux, ils sortent mercredi avec Napoléon. Et Rue, c'est ça. Et on va pouvoir discuter avec l'équipe de Rue. Oui, j'ai bien hâte. La semaine prochaine, on les rencontre. Qui est l'adaptation du livre de Kim Thuy, si jamais ça vous dit rien pas tout. C'est quand même les sorties majeures qu'on va discuter la semaine prochaine. Fait que d'ici là, contactez-nous comme d'habitude, balado au singulier à commercial-monciné.ca. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon ciné, bon popcorn et si jamais vous êtes choisi pour Hunger Games, espérez pour un bon mentor.